combien d'heures? 0. Mais je sais lire un manuel. Bonjour à tous, nous sommes le 14 septembre et nous allons parler des maisons lunaires indiennes. Alors cette vidéo fait suite à la précédente qui était le zodiaque des nœuds lunaires et nous allons voir que les Indiens l'avaient légèrement approfondi et avec les bases de notre zodiaque que nous avons vu précédemment en fin de vidéo, vous verrez que ça simplifie et ça éclaire bien la signification des maisons indiennes. Donc, nous allons voir une petite révision, si vous vous souvenez, du zodiaque. Alors, il faut bien comprendre que ce zodiaque n'est pas le zodiaque de l'écliptique, ce n'est pas le zodiaque du nœud lunaire du trajet du soleil, c'est-à-dire de l'année draconitique, c'est le zodiaque lunaire, quand la lune passe le nœud et qu'elle fait son tour en 27 jours solaires. Donc, nous nous souvenons qu'on prenait quand même premier signe des maisons lunaires, on prenait pour le bélier. Donc le deuxième signe, si vous avez suivi, vous savez que c'est pas le taureau, que c'est donc le scorpion. Et nous allons continuer d'inscrire tous ces signes. Voilà, donc nous avons inscrit le zodiaque que nous avons vu précédemment. Et à partir de là, on va mieux déjà pouvoir comprendre et interpréter les maisons lunaires. Il faut savoir que dans mon exposé, je commence les maisons lunaires de 1 à 27, déjà dans le sens occidental, alors que les Indiens le font dans l'autre sens. Ça fait beaucoup de différence, mais j'essaye d'adapter ça à la culture occidentale pour l'instant. Il faut savoir aussi, très important, que ce qu'on prend pour la maison 1, les traditions indiennes d'origine la faisaient commencer au nœud descendant. Ça explique certaines confusions qui perdurent dans le temps et encore aujourd'hui. Il y a beaucoup de confusions et c'est vrai que comme il y a des équivalences des fois dans les zodiaques inversés, c'est pas très simple de démêler le vrai du faux. Voilà. Donc si on commence par là, on peut numéroter aussi les maisons dans ce sens-là, mais on voit bien que ce qu'on appelle les planètes que vous voyez là sont les maîtrises des signes des maisons lunaires. Et on verra que ces maîtrises-là portent bien leur nom, parce qu'en fait elles n'ont pas vraiment l'équivalent du zodiaque occidental, elles sont interprétées comme des yogas, c'est-à-dire des voies, des comportements à suivre par rapport à ces planètes en maison lunaire. Mais ces yogas vont peuvent quand même nous aider à interpréter chaque maison. Donc il faudra voir que, par exemple, la maison 2, la maîtrise est Jupiter. On verra donc, on la voit en bélier. Il faudra ne pas oublier quand même que ça se superpose au zodiaque de l'année draconitique, hein, du soleil. Donc il y a peut-être des petites inversions d'interprétation. On avait vu la dernière fois comment les interpréter. Et on va vite voir un peu comment interpréter ces maîtrises. Les maîtrises, c'est plus dans le sens, pas de vraiment qu'il y ait un rapport avec le signe ou l'effet de la maison, mais l'attitude à adopter, parce que l'astrologie indienne est très spirituelle et évolutive, l'attitude à adopter par rapport à la planète qui va se situer dans la maison. Parce qu'effectivement, on peut interpréter toutes les planètes, dont la Lune qui sera vraiment une clé importante. Mais chaque planète, les conjonctions, pourront être considérées dans chacune de ces maisons. Donc sur les maîtrises, par exemple Jupiter garde cet aspect positif en disant on peut, avec la planète qui va se trouver dedans, ça va être une sorte de profiter, de laisser vivre, de pouvoir rayonner d'une certaine manière, répandre cette énergie-là, elle va la communiquer. Saturne, par contre, va demander une discipline, ça peut donner un petit aspect karmique, mais ça va demander vraiment un contrôle de soi pour maîtriser ce qui va se passer dans cette maison-là. C'est le yoga adéquat. Mercure va demander évidemment un travail intellectuel par rapport à ce qui va se passer dans cette maison.
C'est-à-dire ça peut être des études, vraiment réfléchir sur cette maison-là et sur ce qui l'habite. Vénus, ça va demander une harmonie, c'est-à-dire faire corps avec ce qui va se passer dans cette maison. Ça va se retrouver selon les maîtrises. Le Soleil, on le comprend, ça va nous demande et on va rayonner. Hein, c'est comme le Raja Yoga qui va essayer de porter ça à la conscience. La Lune, ça va être des maisons qui vont nécessiter une méditation. Il va falloir s'approfondir, se laisser dans son intuition, se laisser porter dans son intériorité par rapport à ce qui va se passer dans ces maisons-là. Mars appelle une action juste, qui est importante par rapport à, puisqu'il y a une notion de karma dans l'astrologie indienne, une action juste pour ne pas qu'elle engendre un mauvais karma, parce que le karma ça peut être bon, hein, évidemment. Voilà. Sur qu'est-ce qu'il nous reste, Jupiter, Saturne, la Lune. Les nœuds lunaires aussi font un karma, et là aussi il y a une sorte de conscience de l'action à mener. Là on va penser vraiment karmiquement, et là aussi avec le nœud descendant, les maîtrises qui vont porter à prendre conscience du karma qui se déroule dedans. On n'a peut-être pas vraiment le choix de faire corps avec, mais d'en avoir conscience. Voilà pour ces maîtrises. Alors il faut comprendre que les départs du zodiaque, le premier signe, on l'appelle Ashwini, avec évidemment il y a des différentes orthographes, ça veut dire le cavalier. Et alors les cavaliers, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est bien la forme d'une lunaire qui représente un cavalier. Et on appelle ça aussi le cavalier jumeau. Alors jumeau, j'ai trouvé beaucoup de traditions dans différentes, de la Mésopotamie, Perse, Afghanistan jusqu'au Japon. On voit ces deux jumeaux, en Inde aussi évidemment, et c'est comme s'il y avait ces deux dragons qui se retrouvaient la tête en haut. Parce qu'en fait, c'est bien les jumeaux, parce qu'il y a deux départs de zodiaque. C'est un double nœud lunaire quelque part. Hein. Voilà, c'est cette signification. Voilà, c'était historiquement intéressant à savoir. Il faut savoir aussi, alors j'ai placé la Lune dans chacune des maisons. Non seulement ça permet de comprendre que c'est bien des secteurs de la Lune spécifiques, et j'ai fait un petit trait, parce que pour éclairer, on comprend avec ce dessin que l'effet fort est le milieu de chaque maison. Et on retrouvera ça sur un plan avec les levées et culminations du soleil. Donc c'est le milieu de la maison qui sera le point fort. C'est intéressant. Et ça va nous permettre aussi de mieux comprendre l'effet de la maison par rapport aux signes qui s'y trouvent. Parce que pour moi, il reste que c'est quand même le zodiaque là qui donne son effet, un zodiaque à 12 signes sur laquelle on a greffé des maisons lunaires. Et en fait, à l'usage, je m'en sers très peu, puisque je me sers de ce zodiaque simplifié, je vois la position de la Lune, et c'est quand même assez éclairant. Alors simplement, par exemple, on voit bien que les deux premières maisons restent en bélier, et la troisième maison, même si elle débute fin bélier, le milieu de la maison est en scorpion. Kritika, clairement, avec une maîtrise de Saturne, correspond très bien à la signification de cette maison. Et pareil, Rohini, c'est quand même le rouge, et qui est toujours dans l'énergie rouge, bélier scorpion, elle est en plein dedans, et à la maison 5, on change déjà de secteur, parce que là, même si elle est encore début scorpion, fin scorpion, même si elle est encore fin scorpion, elle pointe le milieu pile poil sur le Verseau. Donc la 5, elle aura un rapport nœud descendant, Verseau, et Vénus, Verseau aussi pour la maison 6. Et ainsi de suite, ça va aider vraiment l'interprétation, parce que c'est vrai que je dis beaucoup de choses et ça reste quand même un mystère pour beaucoup de monde. Hein. Alors, avec ce genre de maîtrise, on comprend aussi mieux pourquoi la maison 1
qui est dans mon système la maison 14, qui s'appelle Chitra, c'est la perle dans le coquillage, qui a, comme je disais dans la vidéo précédente, qu'elle avait un effet balance 6,40 °, avant le nœud lunaire. Donc là, on comprend bien comment ça marche, parce que le début de la maison lunaire est quand même en vierge, mais le milieu du signe correspond pile sur le début de la balance. Donc elle a quand même cet effet, puisque c'est le milieu de la maison qui prédomine manifestement. Alors, il faut savoir que le nœud lunaire descendant, dans les symboles, quand on parlait de dragons, des jumeaux, c'est très intéressant dans la culture indienne, parce qu'on voit bien que le naja, le serpent, le cobra, a exactement le nœud lunaire descendant sur son cou, enfin sur le haut du corps. Et comme en plus il est serpent, il est vraiment lié à cette énergie serpentante. Et on verra, quand je vais vous parler des gunas, qui ont à voir avec ce symbolisme. Alors cette notion de guna est très importante par rapport à ce zodiaque des nœuds lunaires, parce que selon les différents auteurs que j'ai parcourus, il y a une chose qui ressort, c'est que ce zodiaque est vraiment, correspond à un corps spirituel énergétique de la personne, et notamment du bas de la colonne vertébrale jusqu'en haut. Et le bas vraiment étant ici, pour parler des chakras du bas jusqu'au chakra du haut, qui reste une ouverture. Et cette notion de guna, par rapport à cette colonne vertébrale, ce sont les circuits qui montent et qui descendent et qui se croisent au niveau des chakras. Et c'est pour ça que ça va très loin, l'astrologie indienne, et il y a aussi cette notion de chakra, de vie antérieure et de choses comme ça, qui dépassent un peu mes compétences. Simplement, c'est quand même très intéressant, et je pense qu'il y a des choses à redécouvrir, parce que ce sont manifestement des choses qui étaient connues, et déformées, simplement. Et j'ai quand même découvert historiquement quand même quelques pistes intéressantes. Voilà. Simplement, on se rend compte que, je symbolise parce qu'après c'est dur à représenter sur un zodiaque, mais évidemment c'est là qu'on comprend que cet axe est très important, puisque c'est l'axe de notre colonne vertébrale, et que les gunas sont des circuits qui, à partir du nœud lunaire, évidemment, montent jusqu'en haut et redescendent en se croisant de cette manière-là. On sait que c'est connu dans les cultures différentes occidentales. On parle ça, le caducée, le bâton d'Hermès, etc. Chez les Indiens, ça s'appelle le bâton de Brahma. Le Brahma Danda. Et alors, le Brahma Danda, c'est le bâton à la fois de l'égalité, de l'équilibre, de la justice, et aussi le bâton qui punit, parce qu'il y a cette notion de karma. Selon justement, comme on a pratiqué notre yoga, on a le retour de bâton, si on a mal pratiqué, c'est le cas de le dire. Voilà. Alors simplement ces gunas, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, simplement on résume. Alors évidemment il peut y avoir des erreurs parce que c'est une pratique spirituelle que je ne peux pas vérifier personnellement. Mais simplement on va comprendre que là il y a une descente d'énergie, puisqu'on part du haut qui va en tortillant sur la colonne vertébrale. Alors que spirituellement, parce que il y a cette notion, les gunas, les trois gunas, on appelle ça Raja, Tamas, Sattva. Ces trois énergies d'ailleurs qu'on retrouve chez les Incas, c'est un état d'esprit, c'est une conscience de trois éléments majeurs qu'on retrouve partout dans la nature. Et cette conscience d'ailleurs chez les Incas, on voit bien que les trois animaux vont dans la même direction. C'est-à-dire quand il y a un accord entre nos racines, notre tige et notre esprit, quand on va dans la même direction, il y a une harmonie. C'est là qu'on avance réellement. Et on verra que souvent, intérieurement, on monte, on descend, on est assez perturbé. C'est pour ça que cette carte permet vraiment une thérapie, à l'avenir hein, évidemment, parce qu'on n'en est pas là,
quand on comprendra vraiment comment fonctionne l'être humain, ses carences et comment il peut partir, et quand tout ça sera avéré bien sûr, parce que tant qu'on n'a pas vécu et éprouvé, ça reste de la fiction, voire une illusion. Voilà. Donc, si là, on a le courant Tamas qui descend, c'est simplement parce que cette énergie qui descend, pas forcément une énergie négative, mais ça va être une énergie plus passive spirituellement. D'un autre plan, elle est aussi dans l'action, elle pourrait être aussi Raja, sur un plan plus matériel. Simplement, il faut savoir que dans cette notion de vie antérieure, parce qu'on en parle tellement par rapport au nœud lunaire, l'axe là est certes important, et les planètes qui vont se trouver par là-haut. D'ailleurs, on verra qu'au niveau des chakras, ça correspond un petit peu en face, parce que le troisième guna, en fait, n'apparaît pas. Il y a le guna tamas, et là, il y a l'énergie qui monte, c'est rajas. Et en fait, il commence, puisqu'on sait que le zodiaque d'origine, ceux qui me semblent le plus éclairés, et qui correspondent d'ailleurs à l'astrologie chinoise, ils ont bien compris que, et ça correspond à la nouvelle lune, parce qu'il y a une correspondance astronomique, on se doute bien que le côté de valoriser Mars comme l'action, comme etc., c'est des sujets d'opinion personnelle où chacun valorise certains aspects, parce qu'il y a des peuples plus guerriers qui veulent mettre leur symbolisme, qui refont la mythologie, etc. de la même manière. Donc ça compte sur les effets de où commence le nœud lunaire ou pas. Et pour les lunaisons, c'est pareil. Quand on va en Inde, il y a 50-50 de gens qui commencent leur calendrier avec la nouvelle lune et des autres qui le commencent à la pleine lune. Tout ça, c'est une question de culture qui est un peu orientée. Mais ceci dit, il reste une loi naturelle, qu'on y croit, qu'on n'y croit pas, et qui de toute manière, ce sont la vie de l'univers. Et l'homme se débrouille au milieu de tout ça. Et donc, si ça commence par là, en fait, l'énergie, évidemment, par rapport au chakra du bas, elle monte. Et elle monte comme ça, et elle redescend. Et le côté sattva, qui est la partie la plus subtile, dans ce que j'ai lu, ne va pas correspondre à ces gunas-là, elle va monter directement. Voilà. Là, ça va être sattva. Et là, elle ne va plus tellement apparaître dans ce zodiaque, ça va dans une autre dimension. Comme le zodiaque de l'écliptique va plus faire les liens avec l'aspect physique, les côtés chakra et énergie, comme ça, on le retrouvera dans des maisons horaires. Et notamment, moi, ce que j'ai le mieux étudié, en fait, c'est les méridiens chinois, qui vont un peu mieux éclairer les connexions qu'il y a avec tout ça. Voilà pour ces maisons. Donc oui, sur l'aspect karmique, une petite parenthèse, on disait simplement par rapport à ces courants, il semblerait que à partir, comme il y a un rapport avec les nœuds lunaires, pour se créer un karma, c'est-à-dire que de là à ici, ça serait tous les secteurs où on a un peu plus de libre arbitre pour faire bien ou moins bien. Et c'est ce qu'on va faire là, va entraîner. Donc là, on a une liberté d'action qu'on va plus tard retrouver. Par contre, les planètes qui sont ici, celles-là, elles vont être plus l'addition d'un passé, on va dire. Hein. Donc ce qu'il va trouver là, c'est pour ça qu'on va assimiler ça au nœud lunaire sud. Donc pas que le nœud lunaire sud, mais tout ce secteur jusqu'au nœud lunaire nord, au moins jusqu'à là, parce que là on voit déjà que ça bouge. Et donc celles-là vont être plus dans là où on n'aura plus trop le choix, on va plus subir ou récompenser. C'est-à-dire qu'évidemment, n'oublions pas que le karma, c'est quelque chose de bon ou de moins bon selon ce qu'on a fait. Et quand il est moins bon, il amène toujours à une évolution pour revenir, parce que le but de la nature, c'est d'évoluer et de s'épanouir. Donc là, j'ai un peu signifié un peu mieux ce que représente chaque côté.
Il y a un côté lune, un côté soleil, qui correspond au corps humain, c'est-à-dire côté gauche, un côté féminin lunaire, un côté droit, un côté solaire. Alors que sur le plan physique, on mettrait la lune devant par rapport au cancer estomac et le lion dans le dos. Et sur un plan énergétique, on a un côté droite-gauche. Beaucoup de thérapeutes le connaissent. Là au milieu, on voit le canal qui ressemble plus à l'aspect sattva, c'est-à-dire que là où l'énergie monte de chakra en chakra plus directement, mais qui ne figure pas dans ce zodiaque. Voilà, je pense que c'est quand même une bonne lumière et ça va permettre à ceux qui connaissent déjà un peu l'astrologie indienne d'être un peu plus éclairés et de mieux évoluer. Et pour les débutants, ça va être un petit peu difficile, sauf si vous êtes indien bien sûr, parce que là vous êtes familiarisé vraiment avec tout ce système. Donc moi simplement pour des débutants, en plus il faut quand même les calculer, c'est pas si simple, à moins qu'il faut l'informatique adéquate. Dans un premier temps, je ne conseille pas quand même ce système, simplement rester sur ce zodiaque-là, et on verra de toute manière qu'on aura encore des progrès à faire avec ce qu'on va apprendre sur les nouvelles lunes, sur d'autres systèmes de maisons horaires. On aura déjà une astrologie très performante, parce qu'en fait, ce que je cherche, c'est pas une polémique, c'est une efficacité qu'on peut démontrer, et que chacun peut reproduire. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, et à la prochaine.